Terra Australis. Ce continent imaginaire, apparaissant sur les cartes européennes depuis le XVe siècle, a toujours attiré les navigateurs. Il a fallu attendre plus de 300 ans pour que les Européens le découvrent. Sous le commandement du capitaine James Cook, l'Endeavour, appareil de Plymouth en août 1768, en continuant vers l'ouest. Cook aperçoit l'Australie le 20 avril 1770. L'Australie est un pays-continent divisé administrativement en 6 États et 3 territoires. 3/5 de l'Australie sont désertiques ou semi-désertiques. Seules les extrémités du sud-ouest ou du sud-est bénéficient d'un climat tempéré. C'est là que se localisent les grandes villes comme Adélaïde, Brisbane, Sydney, Melbourne et Perth. La faune australienne est unique. Elle est totalement différente de ce que l'on rencontre ailleurs sur la planète. 95% des animaux qui habitent le continent australien ne se rencontrent nulle part ailleurs dans le monde. En Australie, les mammifères terrestres sont exclusivement des marsupiaux. Il n'y a aucun mammifère euthérien, c'est-à-dire à placentation. Pourquoi n'y a-t-il pas de mammifères placentaires en Australie? Et pourquoi n'y a-t-il quasiment pas de marsupiaux dans le reste du monde? Les réponses à ces questions sont à rechercher dans l'histoire de notre planète. Il y a 160 millions d'années, au cours du Jurassique, les reptiles et les premiers oiseaux colonisaient la Terre. Les quelques mammifères présents étaient tous des marsupiaux. Les mammifères placentaires n'avaient pas encore apparu. Or, à cette époque, l'Australie, l'Eurasie et les 2 Amériques formaient un seul continent nommé le Gondwana, sur lequel les animaux allaient et venaient librement. Lors du Crétacé, donc il y a 100 millions d'années, le Gondwana se disloque peu à peu et l'Australie s'en sépare avant que les mammifères placentaires n'aient apparu. Pour des raisons encore inconnues, en Australie, les marsupiaux se développeront sans se différencier en mammifères placentaires, alors que dans le reste du monde, les marsupiaux disparaîtront pour laisser la place aux seuls mammifères placentaires dont nous faisons partie du reste. La colonisation de l'Australie par les aborigènes il y a plus de 40 000 ans, puis par les forçats européens à partir du XVIIIe siècle, a considérablement affecté la faune australienne. La chasse, l'introduction d'espèces étrangères et la destruction des habitats naturels ont causé de nombreuses extinctions. 25% de la faune australienne a disparu à cause de la présence de l'homme. Pour observer cette faune australienne si particulière, je me rends sur Kangaroo Island. Cette île a été séparée du continent australien par une montée des eaux d'il y a 10 000 ans. Cet isolement géographique a permis la préservation de sa nature et de sa faune.
La découverte de l'île est un bel exemple de fraternité humaine, car elle s'est faite en pleine guerre napoléonienne par deux navigateurs, un anglais et un français. En mars 1802, Matthew Flinders pose le pied sur la côte nord de l'île. Quelques jours plus tard, en naviguant vers l'est, il croise la corvette française, le Géographe, commandée par le capitaine Nicolas Baudin. Malgré la guerre, les deux capitaines fraternisent et se répartissent la cartographie de l'île. Flinders cartographiera la côte nord et Baudin la côte sud. Kangaroo Island est situé dans l'océan Indien, au large d'Adélaïde. C'est la troisième plus grande île australienne après la Tasmanie et l'île Melville. On y accède par bateau depuis Cape Jervis. L'île a une taille légèrement supérieure à celle du canton de Vaud, mais elle n'est pas beaucoup plus peuplée que Cossonay. La vaste majorité des habitants vivent dans deux petites villes, Penneshaw, où le ferry accoste, et Kingscote, le chef-lieu, proche du petit aéroport. Plus du tiers de l'île est protégé par un ensemble de parcs de réserve, notamment dans la partie ouest. Le Flinders Chase Range est la plus grande réserve naturelle de l'île. Elle fut créée en 1919 et abrite actuellement de nombreuses espèces en danger d'extinction. L'accès à l'île se fait par ferry depuis Cape Jervis, situé à 100 km au sud d'Adélaïde. Le voyage vers l'île est soumis à de nombreuses restrictions afin de protéger la flore et la faune locale et particulièrement les abeilles, car Kangaroo Island héberge la dernière population au monde d'abeilles de Ligurie exemptes du virus Varroa. L'environnement maritime est le principal architecte des paysages de Kangaroo Island. Le site le plus représentatif et le plus impressionnant est sans doute le site des Remarkable Rocks, situé dans le Flinders Chase Range, qui se distingue par l'étrange forme de ses rochers, de vraies sculptures naturelles. Ces rochers massifs de granit colorés par les lichens, haut perchés sur une butte, ont de curieuses formes torturées qui sont le résultat de millions d'années d'érosion dues au vent, à la pluie et aux embruns. Admiral's Arch, au cap de Quedic, est un autre monument géologique. Cette arche rocheuse, ciselée par les éléments naturels, se déploie au-dessus d'une sorte d'auditorium naturel et forme un terrain de jeu abrité, fréquenté par les otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande qui pêchent dans les eaux côtières et viennent se reposer ici sur les rochers. En quittant le ferry à Penneshaw, par la route, je suis frappé par le nombre très élevé de cadavres d'animaux gisant sur le bitume. Kangourous, wallabies et opossums sont les nombreuses victimes des déplacements ayant eu lieu après la tombée du jour. Je me dis donc que la faune doit être nombreuse sur cette île, vu le nombre de cadavres que j'observe. En effet, arrivé à la tombée du jour à Hanson Bay, où se trouve mon hôtel, un kangourou gris traverse la chaussée juste devant mon véhicule.
Le mot kangourou dérive de gangourou, désignant le kangourou géant dans une langue aborigène du nord de l'Australie. Le kangourou est un marsupial de la famille des macropodes, c'est-à-dire des grands pieds. Sur Kangaroo Island, le seul kangourou gris est présent. Il est herbivore et actif surtout au crépuscule et à la nuit. Le jour, il se repose à l'ombre, dans les fourrés ou dans les forêts d'eucalyptus, nombreuses sur l'île. Le kangourou gris mesure jusqu'à 1,60 m et pèse entre 15 et 50 kg. Le mâle est environ 2 fois plus gros que la femelle. Il a un pelage épais de la couleur qui varie du gris clair au brun chocolat. Les kangourous se déplacent par bonds. Leur vitesse de course peut atteindre les 50 km/h. Ils peuvent également réaliser des bonds spectaculaires, hauts de 3 mètres et longs de plus de 13 mètres. La queue du kangourou lui sert de trépied au repos et de balancier quand il saute. Cette locomotion est appelée la marche rampante. Depuis que leur principal prédateur, le tigre de Tasmanie, a disparu, son seul prédateur est le chien sauvage, appelé aussi dingo. Mais sur l'île, les kangourous prolifèrent, car il n'y a pas de dingo, donc pas de prédateur, à part l'automobile bien sûr. Les mâles se battent souvent contre de nombreux rivaux afin de garder leur prééminence sur les femelles. Ils se battent en appui sur leur queue en donnant des coups avec leurs pattes antérieures et postérieures. Le gagnant du combat s'accouplera avec les femelles. Un mâle féconde en moyenne une vingtaine de femelles par saison. Les accouplements ont lieu toute l'année. La gestation dure 31 jours et l'embryon naît lorsqu'il atteint 2 cm, soit à un stade de développement équivalent à celui d'un embryon humain de 8 semaines. Il s'agrippe alors au pelage de sa mère pour grimper aussi vite que possible dans le marsupium. Pour l'aider, sa mère lui trace un chemin avec sa salive. Une fois dans la poche, l'embryon nu s'accroche à une tétine et ne quitte plus son abri jusqu'à ce qu'il soit capable de se nourrir tout seul. Il sort alors la tête pour la première fois de la poche vers 5 à 6 mois. Mais dès la naissance de l'embryon, la femelle redevient réceptive et un second embryon s'installe déjà dans la poche alors que le premier n'en est pas encore sorti. Ceci permet de remédier à une mortalité infantile très élevée. La femelle peut ainsi avoir jusqu'à 3 petits. Un assez grand pour sortir de la poche, un autre qui vit dans la poche et un embryon dans l'utérus dont le développement est mis en pause. En soirée, en lisière de la forêt de Hanson Bay, on peut observer des wallabies de l'île de Gênes. Ce sont aussi des macropodes, cousins des kangourous, mais de taille plus petite. À la différence des kangourous, ce wallaby a une reproduction saisonnière stricte. Les jeunes naissent en février et mars,
soit à la fin de l'été, et quittent le marsupium entre septembre et octobre, soit au printemps. En revanche, comme pour tous les kangourous, la femelle accepte le mâle dès la naissance du premier embryon et le second patiente en diapause dans l'utérus et rejoint le marsupium 12 mois après avoir été conçu. Les wallabies femelles, qui vivent en moyenne une dizaine d'années, sont en fait en grossesse permanente. Le nom de Pademelon vient de Badimalion, un mot des aborigènes d'Aroug qui désignait l'animal. Le Pademelon à ventre rouge ressemble au wallaby, mais sa taille est plus petite. C'est un herbivore solitaire aux mœurs nocturnes dont le mode de reproduction ressemble assez à celui du kangourou. Cette espèce a complètement disparu du continent australien. Quittons un instant les prés et les forêts d'eucalyptus pour admirer les rivages de la côte sud de l'île, battus par les impressionnantes vagues de l'océan Indien. Les plages de sable blanc alternent avec les falaises et les rochers et offrent des abris à une faune ailée très variée. Les huîtriers à long bec préfèrent les plages de sable et y élèvent leurs petits à partir de décembre, soit à la fin du printemps austral. Les huîtriers fuligineux, en revanche, préfèrent les falaises, où ils construisent leur nid dans une dépression qu'ils tapissent d'algues. Les jeunes naissent au début de l'été. Les plages sablonneuses de Kangaroo Island sont également le refuge du très rare pluvier à camaï. Ce petit limicole est en grave danger d'extinction car il pond ses œufs sur le sable des plages. Or, les activités humaines, les chiens et les mouettes argentées, son principal prédateur, détruisent trop souvent les couvées. Parmi les sternes huppés se prélasse une importante colonie de lions de mer australiens, une autre espèce en danger d'extinction. Le lion de mer australien est un mammifère placentaire qui ne vit que dans l'océan proche des côtes australiennes. Il se nourrit uniquement en mer, où il chasse des poissons, des calamars, des pieuvres et même des pingouins. Ses nageoires pectorales lui permettent de se déplacer rapidement dans l'eau et il peut se mouvoir sur le sol en marchant sur ses 4 nageoires. Le cycle de reproduction du lion de mer australien est le plus original de toute la famille des Otaridés, soit des phoques avec oreilles visibles. La durée de gestation est de 18 mois, mais la période de mise bas varie selon les colonies. Les mâles ne sont pas territoriaux. Toutefois, dès leur plus jeune âge, ils se battent entre eux pour établir une hiérarchie, et c'est le mâle dominant qui s'accouplera avec les femelles de son clan. Une femelle devient fertile 7 à 8 jours après la mise bas, pendant 24 heures seulement. Après la mise bas, elle ne s'occupe que de son dernier petit et va chasser celui de la précédente portée s'il vient chercher à la tétée. Comme les mères vont chasser en mer, les petits restent souvent seuls longtemps et se regroupent. À leur retour, les mères reconnaissent leurs petits grâce à leurs cris ou à leur odeur.
L'autre otaridé que l'on peut observer sur Kangaroo Island, c'est l'otari à fourrure de Nouvelle-Zélande. Cet otari est facile à reconnaître avec son nez pointu, ses longues moustaches et ses oreilles apparentes. Elle se rencontre exclusivement sur les côtes du sud de l'Australie, de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande. On estime sa population sur Kangaroo Island à 7000 individus. Vers la fin octobre, les mâles arrivent sur les sites de nidification. Les femelles arrivent un peu plus tard, ce qui donne lieu à des bagarres entre mâles. Le vainqueur de la lutte part faire le beau auprès des femelles qui ont assisté à la bagarre, mais malheureusement pour lui, il se fait rabrouer vertement. Les otaries à fourrure se nourrissent essentiellement de barracuda, une sorte de maquereau serpentiforme, mais aussi de poulpes, d'encornets et d'autres petits poissons. Fatigué par le vent et les embruns du grand large, je retourne me reposer à l'hôtel si magnifiquement situé sur les falaises dominant Hanson Bay. À la tombée du jour, je pars explorer une grande forêt, car c'est au crépuscule que les koalas deviennent actifs. En effet, ces marsupiaux herbivores et arboricoles, symboles de l'Australie, dorment jusqu'à 20 heures par jour. La première description d'un koala date de 1810 par John Perry, un naturaliste qui le baptisa le paresseux de la Nouvelle-Hollande. Le mot koala vient de gula, qui veut dire sans eau en langue aborigène d'Aruga. Les koalas, essentiellement sédentaires, fréquentent le même groupe d'arbres et se nourrissent presque exclusivement des feuilles d'eucalyptus. Comme les feuilles d'eucalyptus ont une très grande teneur en eau, ils se déplacent que très rarement vers les points d'eau, d'où leur nom donné par les aborigènes. L'aspect nounours du koala attire immédiatement la sympathie. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est un animal asocial et bagarreur. Les koalas vivent en solitaire, seules les mères montrent un lien avec leurs petits. Ce lien est très étroit car elles emmènent leur progéniture partout en les portant soit sous le ventre, soit sur le dos. Les mâles territoriaux et dominants se distinguent des femelles par la présence visible d'une glande sur la poitrine qui leur permet de marquer les arbres de leur territoire. Autre particularité, le pénis des mâles est bifide et les femelles présentent 2 vagins et 2 utérus. L'accouplement se passe en début du printemps et après 1 mois, l'embryon aveugle et sans poils naît et remonte au plus vite dans la poche maternelle pour téter. La nuit venue, les mâles cherchent les femelles en chaleur grâce aux marques urinaires qu'elles laissent sur le sol. Une fois la femelle repérée, le mâle grimpe dans l'arbre et s'accouple avec la partenaire. L'accouplement est bruyant et violent et la femelle se retrouve souvent éjectée de l'arbre qui a abrité ses amis.
Les nuits étant souvent épuisantes, l'essentiel de la journée se passe donc en dormant. Les feux de forêt courants dans cette région du monde font de très nombreuses victimes parmi les koalas, car ceux-ci ne peuvent se déplacer que très lentement et vivent dans les arbres particulièrement inflammables. L'huile d'eucalyptus est surtout connue pour sa fragrance, mais c'est aussi une huile hautement inflammable. Combinée avec le sol jonché de feuilles et d'écorces, en période sèche et venteuse, cette huile peut transformer un innocent feu de camp en brasier infernal en quelques minutes et décimer de nombreux koalas. Dans les prairies, en lisière de forêt, on rencontre un très étrange hérisson. C'est l'échidné d'Australie, appelé également échidné à nez court. L'échidné est un animal très étrange. Il pond des œufs et allaite ses petits. C'est un marsupial qui appartient à l'ordre des monotrèmes et présente un mélange de caractères des reptiles et des mammifères. Les échidnés ont un corps robuste, couvert d'un mélange de piquants pouvant atteindre 5 cm et d'une fourrure qui les protège du froid, vu que leur température corporelle ne dépasse jamais 31 degrés, un trait bien reptilien. Cette température corporelle relativement basse les contraint aussi à hiberner. Environ 4 semaines après l'accouplement, elle pond un œuf qu'elle transfère immédiatement du cloaque dans une poche abdominale. 10 jours après avoir pondu, l'œuf éclot et le petit se fixe lui-même à une aréole cutanée qui sécrète du lait. Les échidnés peuvent vivre dans la nature jusqu'à 45 ans s'ils ne rencontrent pas leur principal prédateur, le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie tire son nom du cri strident qu'il pousse pour intimider ses rivaux. Il a complètement disparu du continent australien car les premiers colons européens le chassèrent. Comme il est en voie d'extinction et qu'il vit surtout la nuit, on l'observera dans les centres de protection de la vie sauvage et les images que vous voyez maintenant proviennent d'animaux en captivité. Ce marsupial carnivore est le mammifère aux mâchoires les plus puissantes proportionnellement à sa taille. Ce chasseur nocturne, polygame et solitaire pèse entre 6 et 8 kilos. Les diables de Tasmanie sont atteints d'une épidémie de cancer de la bouche qui les défigure effroyablement. Cette maladie est si contagieuse qu'il a fallu isoler les derniers individus sains sur Maria Island pour qu'ils puissent se reproduire en bonne santé afin que l'espèce perdure. Sur Kangaroo Island, une nouvelle aube déchire la nuit. Parti tôt, je me dirige vers Kingscote, d'où un bateau me permettra d'observer une colonie de dauphins. En route, je m'arrête un instant pour admirer les paysages côtiers, et particulièrement la végétation dense d'arbustes, de buissons et de maquis qui bordent les plages. C'est dans cet environnement que vivent plusieurs espèces d'oiseaux, comme le mérion superbe, un autre symbole de l'Australie, et surtout l'ubiquitaire réveilleur cendré. Avant de repartir, je vois bouger sous les fourrés. C'est un très discret varan de Rosenberg. Ce grand saurien, il peut atteindre 1,50 m, est un carnivore opportuniste redoutable, qui se nourrit d'oiseaux, de petits mammifères, de lézards et qui est également friand de carcasses.
Une croisière de 3 heures depuis Kingscote me plonge dans l'environnement marin de Kangaroo Island, si unique. Cet environnement particulier, déclaré réserve marine, permet à plusieurs espèces de prospérer, particulièrement des éponges géantes et des dauphins obscurs. Le dauphin obscur aime les courants froids et il vit dans le Pacifique Sud, où il se répartit entre l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ce dauphin est surtout connu pour ses acrobaties aériennes dont l'utilité nous échappe. Les dauphins obscurs sont des animaux sociaux. Les mères avec leurs petits se regroupent, permettant une surveillance plus étroite des jeunes, pendant que certaines mères vont à la chasse. Au couchant, face à l'océan, je rêve aux dauphins réputés pour leur intelligence et leur facétie. En bord de mer, 2 céréops cendrés cherchent leur pitance près d'un squelette d'une baleine échouée. Cet oie trapu, appelé aussi oie cochon, à cause de son cri rappelant celui du goret, vit uniquement dans le sud de l'Australie. Le céréops cendré est monogame et chaque nid est défendu par le mâle qui l'a construit. De drôles de cris attirent mon attention dans les eucalyptus. Des perroquets multicolores et des cacatoès roses et blancs se chamaillent. Ces cacatoès roses albins sont assez nombreux sur l'île, mais également sur le continent australien. Les petits perroquets colorés sont des loriots arc-en-ciel, endémiques à Kangaroo Island. Arrivé en lisière de forêt, je vois enfin mon premier wombat. Son nom commun provient également des aborigènes d'Aruba, alors que son nom latin, Wombatus ursinus, le désigne comme un ours. Mais il n'en est rien. C'est un mammifère marsupial. Comme tous les autres marsupiaux, il possède une poche ventrale. La sienne n'a qu'une seule paire de mamelles et a l'avantage d'être ouverte vers le bas afin que la terre n'y pénètre pas. Le wombat est doté d'un bouclier. C'est une plaque cartilagineuse très dure située sous la peau de ses fesses. Lorsqu'un prédateur le poursuit, il bouche l'entrée de son terrier avec son postérieur avant de contre-attaquer par de violentes ruades. Le wombat est un animal plutôt solitaire qui ne se sociabilise que pendant la période de reproduction, afin de trouver un ou une partenaire. La femelle a une gestation de 20 à 21 jours et ne donne naissance qu'à un petit. À la naissance, l'embryon wombat appelé Joey ne mesure que 3 cm. Les wombats se nourrissent d'herbes, de racines, de champignons. Leur métabolisme est très lent et économe en eau. La digestion complète s'effectuant en 2 semaines. Cette particularité leur permet de vivre dans un environnement très aride et, signe distinctif, de produire des crottes cubiques. Après cette intense journée, je retourne à l'hôtel et commence les préparations de départ. La route jusqu'au débarcadère de Penneshaw est quasi déserte le matin tôt. J'embarque sur le ferry Spirit of Kangaroo Island qui nous débarque 45 minutes plus tard à Cape Jervis. Warning for the whole western half of Kangaroo Island. Quelques jours plus tard, les nouvelles à la télévision australienne me glacent le sang et me tirent les larmes.
This fire tornado shows the intensity of the conditions. L'Éden animalier que je viens de quitter est en feu. Les feux de broussailles se propagent depuis l'ouest et la réserve de Flinders Chase est déjà entièrement calcinée. La lutte contre l'incendie se fait surtout par avion. À terre, les pompiers sont très actifs et de nombreux volontaires courageux essayent de sauver les koalas wallabies et autres échidnés. Le magnifique hôtel où j'ai résidé quelques jours plus tôt est entièrement calciné, heureusement sans victime. Le bilan de 2 semaines de feu de broussailles est terrifiant. La moitié de l'île est dévastée. Plus de 700 animaux ont été retrouvés morts seulement à Hanson Bay. Les biologistes estiment que plus de 25 000 koalas auraient péri. Le sort des autres animaux tels que kangourous, wallabies, wombats, échidnés doit encore être estimé. Même si la nature, et particulièrement les eucalyptus, récupèrent relativement vite, les dommages infligés à l'environnement et à la diversité vont mettre de très nombreuses années avant de récupérer complètement et de redonner l'image que j'ai eu l'immense joie d'admirer.